Alors, chers participants, alors, nous sommes dans une nouvelle vidéo pour continuer ce que nous avions entamé et on s'était arrêté à l'émergence de l'école des relations humaines et en récapitulatif. Et comme on l'avait vu, c'est un travail pionnier de Elton qui considère effectivement que l'école classique avait failli, c'est ce qui avait conduit à des conflits, à des mouvements et au dysfonctionnement des entreprises et qu'il fallait aller à une autre école, à savoir l'école des relations humaines. Et le point d'orgue, c'est de retenir que c'est un système, une organisation est un système social à l'intérieur duquel il y a des éléments. D'abord en interaction, l'environnement, les hommes, les relations, et que, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est l'employé dont la productivité est déterminé en fonction de sa capacité sociale d'intégration et non sa capacité physique ou même intellectuelle. Alors, nous allons voir ensuite les travaux de Levins, Kurt Levins. Il va également dans ce sens en prônant la prise en compte de la dimension humaine dans l'organisation à travers un bon leadership. Parce qu'effectivement, le leader, ce n'est pas celui qui force les gens à travailler au forceps, mais c'est celui qui est capable, par son management, par son leadership, à intéresser, à obtenir auprès de ses collaborateurs la coopération et le don de soi. Donc, pour lui, il y a trois styles. Donc, pour lui, le bon leadership doit se baser, selon lui, sur trois styles. Et les trois styles, voilà, sans entrer dans le détail, ça va de l'autoritaire à celui qui délègue, qui fait confiance, qui encourage, qui incite ses collaborateurs à avoir des initiatives, mais aussi à se sentir en famille, à l'aise pour pouvoir faire un bon rendement. Enfin, ces deux auteurs sont appuyés dans leur démarche par Maslow, et donc vous connaissez aussi la théorie des besoins de l'homme, et aussi de Herrnberg, qui aussi a fait des travaux, peut-être on va revenir là-dessus, de Douglas Grégoire. Donc, à travers respectivement sur la théorie des besoins, ça c'est de Maslow, voilà, qui dit que l'homme a des besoins qui sont hiérarchisés et on ne peut motiver un travailleur qu'en fonction du besoin dont il éprouve. C'est en satisfaisant plutôt ses besoins qu'on peut l'avoir, si vous voulez, dans son sac pour voilà, l'inciter à faire un bon travail. Et les deux autres, sur la théorie de la motivation, voilà, avec la théorie X et Y, ou ce qu'on appelle la théorie bifactorielle, qui parle et du travail et du contenu du travail. Et cette approche également a fait l'objet de critiques du fait de sa vision peut-être simpliste des problèmes de l'organisation. Alors, les autres théories ou approches aussi, on peut les avoir. C'est l'approche néoclassique. Elle est développée grâce à l'apport des praticiens qui se veut un courant pragmatique et objectif. Le principe de cette approche est d'avoir toujours en ligne de mire le but de l'organisation, c'est-à-dire ce pourquoi l'organisation a été mise en place. Car c'est le but, et seulement le but pour lui, qui permet de mesurer son efficacité. Si vous avez créé une entreprise pour s'occuper des orphelins, c'est le but à la fin, on va mesurer votre capacité de s'occuper des orphelins. C'est ça qui va faire qu'on va dire que vous êtes une organisation efficace. Si vous êtes créé pour s'occuper des orphelins, mais vous vous occupez d'autres choses, voilà, donc on ne va pas pouvoir mesurer l'efficacité. Donc pour eux, selon l'approche néoclassique, c'est le but et sa réalisation qui va déterminer l'efficacité ou non de l'organisation. Donc tous ces autres objectifs sont subordonnés à l'objectif principal. Les auteurs de ce courant de pensée, qui sont Alfred Slam, un homme d'affaires américain, et aussi le monsieur de General Motors et Peter Drucker. Les autres, toujours théories, on a l'école de la décision. Au niveau de l'école de la décision, le principe fondamental de cette école est celui de la rationalité limitée. Et cette école a été développée par Simon, Hubert Simon, qui veut qu'en face d'une situation, l'acteur choisit de façon rationnelle la solution lui permettant d'obtenir un meilleur résultat global. Et donc, vous voyez, ça demande de la clairvoyance, ça demande de savoir, ça demande de la connaissance, parce que le choix, souvent déjà, peut être un facteur qui handicapera l'action et qui fera qu'on ne va pas atteindre l'objectif. Donc,
Cela implique dans sa démarche la nécessité d'un choix raisonnable, donc en vue d'une efficacité. Voilà, souvent, même dans la vie courante, il y a des gens qui ne savent pas faire un choix, se fixer un objectif atteignable. Donc, si on est très ambitieux, on est obligé de ne pas atteindre les objectifs. L'école de la contingence aussi va faire son apparition et l'école de la contingence se caractérise par sa rupture nette avec le principe du one base way. C'est-à-dire, on a cru à un certain moment qu'il suffit de connaître une certaine façon d'apprendre par cœur et de réciter et d'appliquer mécaniquement une manière de diriger qui s'imposait à tout le monde. Or, on se rendra compte que cette manière, ce principe de one best way ne peut pas prospérer partout. Je prends un exemple, la façon d'approcher ou de prendre les Européens, ça ne sera pas la même façon d'approcher et de prendre les Africains, et c'est la même chose pour les Asiatiques. Donc, on ne peut pas, dans ce monde, trouver une seule théorie qui est valable partout. Donc, elle va prôner la prise en compte des variables. Les variables peuvent être internes ou externes dans la recherche de solutions parce qu'il n'y a pas de modèle d'organisation idéal. Voilà, tout dépendra du milieu. Et, voilà. Et comme disent les entrepreneurs marocains, alors c'est le site, c'est la maîtrise du site, du milieu qui va faire que vous allez prospérer. Donc, tous les modèles sont à la fois bons ou mauvais et le plus important, c'est la prise en compte du contexte parce que c'est le contexte qui va déterminer. Voilà. L'école de la contingence, voilà, par ses auteurs, notamment Lawrence et Lords, il faut toujours tenir compte des variables dans chaque modèle d'organisation. Et ces variables peuvent être, pourquoi pas, la technologie, ça peut être la taille, l'âge, la stratégie, la structure de l'organisation, ou même l'environnement. Et comme ce qu'on disait, seul l'environnement peut effectivement dégrader toute une situation qui pourrait paraître favorable, comme l'environnement peut inciter une situation qui paraissait, pourquoi pas, favorable. Alors, et enfin, voilà, l'approche systémique. L'approche systémique est basée sur le postulat selon lequel tout type de phénomène doit être considéré comme un système, c'est-à-dire un ensemble complexe et en interaction. Il n'y a pas de petite situation. Et les sociologues vont parler, pourquoi pas, d'un fait social total. C'est-à-dire, si vous prenez un aspect, il ne faut pas seulement regarder que cet aspect, parce que cet aspect est imbriqué avec d'autres aspects et une détérioration dans un aspect qui n'avait peut-être pas été pris en compte peut effectivement faire échouer l'affaire. Donc, le système systémique, considérer l'organisation comme un système serait vraiment intéressant parce qu'on va mesurer les interactions. Donc, c'est tenant notamment, Lowitz assimile l'organisation comme un système complexe, hiérarchisé et composé d'éléments tels que les hommes, les machines, les actifs de l'entreprise qui sont en interaction constante et permanente. Pas d'entreprise sans hommes, mais pas d'entreprise sans machines. Pas d'entreprise non plus sans des actifs. Donc, ces trois catégories, ces trois types d'éléments, facteurs, doivent se mettre en interaction. Non seulement constante, mais permanente, mais aussi dynamique. Parce que s'il y a un pan qui faillit, tout le système peut s'écrouler. Et pour comprendre ce système, il faudrait examiner l'ensemble des éléments composant le système. Alors, nous allons voir maintenant en grand 3 des organisations à but non lucratif. C'est le cas des organisations, c'est le cas des ONG et des associations. Là aussi, nous allons repartir à avoir une définition des organisations. Donc, c'est en 1996, lors de la résolution du 25 juillet, qu'une définition a été donnée à l'ONG et qu'il a définie comme étant une organisation qui n'a pas été constituée par une entité publique ou par voie d'un accord intergouvernemental, même si elle accepte des membres désignés par les autorités publiques à condition que ceux-ci ne nuisent pas à la liberté d'expression. Donc, ces moyens financiers doivent pouvoir provenir essentiellement des cotisations de ses affiliés. Toute contribution financière reçue directement d'un gouvernement doit être déclarée. Et comme je le disais dans la première vidéo, c'est pour éviter que les gens n'abusent parce qu'ils auraient eu une contribution financière et cela pourrait, pourquoi pas,
compromettre la liberté d'expression et pourquoi pas la liberté de militer. Donc voici la définition classique que nous pouvons retenir d'une ONG. De façon générale, l'ONG est définie comme une association à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni des institutions internationales. Donc, ce sont donc des associations internationales poursuivant un but d'intérêt généralement qui dépasse le cadre d'un seul État et constituent des personnes appartenant à des États différents. Donc, voici ce qu'on peut dire sur les ONG, c'est-à-dire l'organisation non gouvernementale. Au Burkina Faso, particulièrement, les organismes à but non lucratif sont effectivement leur création, leur fonctionnement, voilà, sont consignés dans la loi 064. Donc, cette loi qui porte liberté d'association au Burkina Faso, et à son article 3, on peut lire une ONG, c'est toute association étrangère autorisée intervenant dans le domaine du développement économique, social et culturel du pays ou d'une région déterminée et ayant son siège une convention d'établissement avec le ministère chargé de l'économie, des finances et toute association nationale déclarée intervenant dans le domaine du développement, encore là, économique, social, culturel d'un pays ou d'une région déterminée et ayant obtenu un agrément du ministère en charge de l'économie. Donc, voici ce que la loi burkinabé dit sur les ONG. Maintenant, une association, c'est tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d'objectifs communs, notamment dans le domaine culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique et professionnel. On peut dire, selon les registres des associations, du ministère en charge de l'administration, qu'il y a beaucoup d'associations, des milliers d'associations au Burkina Faso. Et je suppose que c'est à peu près la même chose dans les pays de la sous-région. Donc, l'ONG, tout comme l'association, se caractérise d'abord par son caractère privé, c'est-à-dire la création relève d'une initiative privée et ils sont délibérément des hommes qui décident de mettre ensemble une association ou une ONG. Deuxième, c'est son but non lucratif. Sa création est l'expression, comme je le disais tantôt, de la solidarité internationale. Donc, ce qui suppose que ce n'est pas dans l'intérêt d'engranger des profits. Le troisième élément, c'est son caractère indépendant. Donc, elle ne reçoit de consignes ni de son organisation, ni dans son fonctionnement. Elle est toujours créée par le droit interne d'un État, même si elle a le caractère d'institution internationale. Et troisième élément, pour les caractériser, les caractéristiques des ONG, le caractère international. Donc, uniquement pour les ONG, c'est-à-dire que pour les ONG, leurs membres doivent provenir d'États différents et les activités doivent dépasser le cadre d'un seul État. On note quand même, au niveau de cette caractérisation, qu'il n'existe pas de différence juridique, ni structurelle, ni même fonctionnelle entre une ONG et une association. Elles sont toutes les deux régies par le droit interne d'un État. La seule nuage possible entre ces deux organismes se situe à l'échelle de leur action et de leur poids dans la société internationale. L'ONG a un caractère un peu international, alors que les associations ont généralement un champ d'application local et national. Alors, nous allons voir maintenant la structure et le fonctionnement des organisations à but non lucratif. Retenons la structure des ONG. Chaque organisation, quelle que soit sa nature et son statut, est créée par un objectif. On revient sur cet élément fondamental qu'est l'objectif. Donc, et l'atteinte de cet objectif est subordonnée par la réalisation d'actions et d'activités. Afin d'assurer ces activités d'organisme doivent se doter d'une structure ou d'une organisation, qu'elle soit hiérarchique, fonctionnelle ou autre chose. Donc, un objectif, mais il faut une organisation centrale. De façon globale, la structure des ONG à but non lucratif est composée de 3 ou de 4 organes principaux, selon le poids, selon la taille de chaque organisation. Il s'agit premièrement de l'Assemblée générale.
C'est l'organe suprême et souverain de l'organisation. Elle est l'expression de la volonté complète de la démocratie organisationnelle. Donc, c'est elle qui définit la vision, les grandes orientations, qui adopte et modifie les textes, qui élit les membres. Donc, c'est elle aussi qui est chargée d'approuver ou de certifier les comptes de l'organisation. Deuxièmement, le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'organe chargé de définir, conformément à la vision, les orientations et les choix stratégiques. Elle assure le pilotage, la gestion administrative, financière et des assemblées conformément au statut et au règlement. Et en troisième lieu, on a le bureau exécutif. Le bureau exécutif est l'organe d'exécution de l'institution. Donc, il est à la fois l'organe dirigeant et l'organe exécutif. Donc, il forme, avec le conseil d'administration de certaines ONG, le comité exécutif. Quatrième élément, les commissions. Composées de commissions permanentes et spécialisées ou ad hoc. Alors, il y a la commission permanente ou de contrôle chargée d'effectuer au nom de l'Assemblée générale tous les contrôles nécessaires ou le fonctionnement de l'organisation. Il y a les commissions ad hoc ou spécialisées, elles sont chargées de donner un avis technique à l'Assemblée générale ou le conseil d'administration sur un sujet bien défini. Donc, selon le fonctionnement des associations et des ONG, le fonctionnement des associations se fait conformément des statuts et en fonction des structures ou des organes en place. En tant que personne morale, dotée de la personnalité juridique, elle a pour son fonctionnement des droits, mais aussi des devoirs. Comme toute organisation morale, l'ONG est soumise aux mêmes obligations de droit civil, pénal et fiscal. Tous les actes ou des décisions doivent être soumis au même contrôle administratif et judiciaire applicable aux personnes morales. Donc, en raison de leur caractère d'utilité publique, certaines ONG ou associations peuvent bénéficier des avantages, et notamment fiscaux, mais aussi des statuts reconnus, par exemple, à utilité publique. En trois, organisation à but non lucratif et progrès économique et social. Autant il y a des domaines ou des secteurs d'activité, autant il y a des ONG, comme je le disais tantôt. Donc, elles sont devenues aujourd'hui et indiscutablement des acteurs incontournables du développement économique, social, politique, culturel. Voilà. Et c'est ainsi que les ONG sont multiformes. Certaines sont spécialisées et s'occupent d'une question et d'autres domaines précis et d'autres couvrent plusieurs secteurs à la fois. Quel que soit son domaine d'intervention, quel que soit son objectif, l'objectif principal ou la visée est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes dans la société. Donc, elles apparaissent au même titre que des outils de changement et d'amélioration constante de la condition de l'existence humaine. C'est ainsi que, si on reprend le rôle, le progrès social de ces organisations, on retiendra qu'ils ont pour rôle de réguler des rapports sociaux, des conflits, des situations de crise. C'est le rôle des organisations. Elles ont aussi pour rôle d'intermédiaire face à la disparition, à l'absence ou à l'abandon de certains États de leur domaine régulier. Et effectivement, on peut prendre l'exemple. Il y a dans l'éducation, il y a dans l'accès à la santé, à l'eau potable, et dans les droits mineurs. Alors, donc, il y a un peu partout des associations, des ONG qui sont créées pour occuper ou pour aider vraiment l'État qui faillit dans un certain nombre de domaines. Ils sont aussi des acteurs de lutte et de la promotion des droits humains. Effectivement, comme on l'a vu, les droits humains étant complexes, étant divers, très souvent, les États qui ratifient n'arrivent pas à mettre en place un conditionnement pour le respect de ces droits. Donc, ce sont ces ONG, ce sont ces organisations qui vont pallier en prenant en charge, effectivement, la promotion, la sensibilisation, attirer l'attention des pouvoirs publics et individuels sur la nécessité de promouvoir un certain nombre de droits. Par exemple, sur le droit, le genre, c'est le droit de l'enfant, le droit, beaucoup de droits, et ainsi de suite. Le rôle, et les acteurs, les organisations ont pour rôle d'aider au développement à travers les multiples dons et accompagnements. Et là également, c'est un rôle qui exprime une fois de plus la solidarité, l'entraide et l'accompagnement. Et en fait, le rôle de contre-pouvoir, parce qu'il y a des ONG qui sont
des principaux leviers de contestation du pouvoir étatique. Et c'est à ce niveau que très généralement les difficultés peuvent naître. Donc, voici en gros ce que nous pouvons retenir de cette première séance, à savoir une immersion dans le domaine des ONG. Très rapidement, nous pouvons aborder la deuxième séance qui va insister à voir la gouvernance des ONG à but non lucratif, toujours à travers le premier élément, le concept même de la gouvernance. Selon la définition de la gouvernance, on peut dire que le terme gouvernance provient du verbe grec kuberna, qui signifie piloter un navire ou un char. Voilà. Gouverner, voilà, c'est regarder, c'est piloter, c'est diriger, c'est voilà, projeter. D'abord, comme une affaire du privé dans les années 30, la gouvernance a par la suite envahi tous les domaines de la vie. On parle désormais de gouvernance publique contre celle privée, la gouvernance nationale, contre celle locale, la gouvernance administrative, la gouvernance financière, environnementale, la gouvernance associative et la gouvernance mondiale, en gros, la gouvernance globale. Mais qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance est un mot, souvent on peut dire fourre-tout, un mot aux multiples facettes. Dans le domaine des politiques de développement, notamment des organisations internationales, le terme a été utilisé pour la première fois par la Banque mondiale dans un rapport sur l'aide internationale. Donc, on peut quand même égrener quelques définitions des organisations internationales. La Banque mondiale, selon la Banque mondiale, la gouvernance se définit comme la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques sociales d'un pays. La manière dont la gestion est exercée. Donc, vous voyez, on incite à une bonne manière de gérer parce que lorsque la gestion faillit, tous les objectifs aussi, certainement, ne seront pas atteints. Et donc, on parle encore de l'exercice du pouvoir politique comme gouvernance, ainsi que d'un contrôle dans le cadre de l'administration des ressources, parce que les ressources étant limitées, parce que, ayant peur que la détention de pouvoir ne puisse, comme disait, vous savez, dans la séparation des pouvoirs, pour éviter qu'un homme n'abuse de pouvoir, on doit par la disposition séparer et éviter par le pouvoir que le pouvoir abuse le pouvoir. Donc, nous allons nous limiter à ça et revenir la prochaine fois sur un certain nombre de choses. On va approfondir certainement la gouvernance, mais aussi nous allons effectivement rentrer au cœur de la gouvernance des ONG. Je vous remercie.